Bonjour et bienvenue à cette vidéo un peu particulière parce que pour des raisons techniques, mon ordinateur n'a pas pu enregistrer le cours que j'ai donné le jour 1 décembre dans la classe de terminale SPEMAT. Je vais enregistrer une nouvelle vidéo qui est celle-ci du coup, dans laquelle je vais reparcourir toutes les choses qui ont été faites. Alors, je vous laisse un peu de temps pour faire cet échauffement. C'est le moment de mettre en pause votre vidéo et d'essayer de le faire. Juste petite faute de frappe, ça c'est évidemment une lettre X. Voilà, sinon ça va être compliqué de faire les calculs tout de même. Donc voilà, je vous laisse effectuer ces calculs et puis on revient à voir la correction. Alors, pour ceux qui concernent la correction, du coup, comme ça c'est vraiment un exercice de manipulation de la calculatrice, je vous affiche directement la plupart des résultats et je vous explique après ceux qui sont un peu moins évidents. Alors ici, j'ai un peu arrondi, mais ça devrait vous donner une idée des résultats. Alors du coup, pour les deux premiers, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est juste la manipulation que vous voyez dans cette partie-là de la diapo. Donc pour la TI et pour la Casio, c'est deux procédés différents, mais voilà, c'est très similaire. Pour la deuxième question, c'est quasiment la même chose. La seule nouveauté, c'est plus au moment de la troisième question, parce que là, vous avez P de x supérieur ou égal à 8. Et donc, pour effectuer ce calcul, du coup, vous allez décomposer et dire que comme x peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 9, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, du coup, être supérieur ou égal à 8, ça ne veut rien dire d'autre que le fait que x est égal à 8 ou que x est égal à 9. Or, comme ces deux possibilités sont incompatibles, parce que du coup, dans un cas, vous aurez 8 succès, dans l'autre, 9 succès, et vous allez juste effectuer la somme de ces deux probabilités. Alors, ce sont deux probabilités très petites, donc voilà, la somme, ça donne approximativement ce résultat-là. Encore une fois, j'ai arrondi les résultats parce que sinon, ça a été un peu trop long à écrire. Mais voilà, vous devrez avoir trouvé approximativement cette écriture-là. Ce serait donc 4,3 puissance moins 4. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième partie du coup. Alors, c'est très similaire. Vraiment, il n'y a pas une grande différence. La seule chose qui change du coup, ce sont les paramètres de la loi binomiale. Donc ici, vous avez 20 et 0,15, donc 20 épreuves. Et 0,15, c'est la probabilité de 1 succès. Ça veut dire que du coup, la probabilité d'avoir exactement 12 succès, c'est celle qui est écrite ici. Celle d'avoir 5 succès, c'est approximativement égal à 0,1. Et celle qui est vraiment intéressante, du coup, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 18. Car si je veux être astucieux ici, j'aimerais bien éviter de faire du coup la probabilité que x soit égal à 0 plus la probabilité que x soit égal à 1 plus la probabilité que x soit égal à 2, 3, 4 et ainsi de suite. Alors en effet, comme c'est marqué dans le crochet, dans la parenthèse, on suggère d'utiliser l'astuce suivante, c'est-à-dire que la probabilité de l'événement contraire est égale à 1 moins la probabilité de l'événement qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que je peux effectuer la décomposition suivante et dire que la probabilité de l'événement x inférieur ou égal à 18, c'est la même chose que la probabilité de l'événement contraire de exactement l'opposé de x inférieur ou égal à 18, c'est-à-dire x strictement supérieur à 18. D'accord? Or, la probabilité que x soit supérieur strictement à 18, c'est du coup la même chose que x supérieur ou égal à 19. Donc, si j'arrive à calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 19, il suffira de faire le complémentaire par rapport à 1 pour obtenir la probabilité que x soit inférieur ou égal à 18. Je m'explique. Alors, je sais que grâce à la propriété que j'ai rappelée il y a très peu de temps, cette propriété-là, la probabilité de l'événement contraire à un événement A est égale à 1 moins la probabilité de l'événement A. Donc, ici, je peux dire que ça doit être égal à 1 moins la probabilité de x supérieur ou égal à 19. Et pour cette raison, je peux donc dire que ça c'est égal à 1 moins, parenthèse. Alors du coup, ce sera la probabilité que x soit égal à 19 plus la probabilité que x soit égal à 20, parenthèse, parenthèse. Et donc, ces deux probabilités-là, elles sont beaucoup plus simples à calculer que toute la longue liste de x égale à 0, x égale à 1, 2, 3 et ainsi de suite.
Donc voilà, c'est vraiment, vraiment plus efficace. Alors, si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver en fait que ça fait approximativement 1 parce qu'il s'agit de probabilités vraiment qui ont une valeur très 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 petite. Voilà, le résultat, c'est approximativement égal à 1. Voilà. Ok, j'espère que c'est bien pour vous. Je vais passer du coup à des exercices que j'ai fait faire justement d'un autre genre. Je vous pose donc maintenant des exercices d'un autre genre un peu différent, justement pour que vous ayez un exemple d'un exercice un peu, voilà, où la calculatrice n'est vraiment pas nécessaire et où le noyau de l'exercice c'est ailleurs, c'est-à-dire de identifier si vous êtes dans la condition d'appliquer ou pas une loi binomiale. Donc je vous laisse y réfléchir, je vous les laisse afficher pendant quelques moments. Elles sont tirées de votre livre, donc vous pouvez les retrouver là-dessus. Je vous laisse y réfléchir. C'est un bon moment pour mettre la vidéo en pause. Ok, pour la correction maintenant, on sait que sur un site de vente en ligne, environ 5% des commandes font l'objet d'un retour. Ça, c'est une donnée. Ça veut dire que si on prend au hasard une commande, il y a 0,05 de probabilité que celle-ci fasse l'objet d'un retour. Très bien. Et donc, on a deux situations. On doit savoir si on peut la modéliser avec la loi binomiale. Donc, le premier cas, c'est donc une situation dans laquelle la variable x va compter le nombre de ventes examinées avant de trouver un retour. Alors, clairement, ça, ce n'est pas un cas de loi binomiale. Ici, je ne peux pas l'appliquer parce que x n'est pas en train de compter le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de... ici, évidemment, le succès, c'est le fait de trouver une commande qui fait objet d'un retour. Et ici, je ne suis pas en train de compter le nombre de retours, d'accord, que j'ai trouvé parmi les choses que j'ai examinées, d'accord. Par contre, le deuxième cas, c'est effectivement un cas où je peux appliquer la loi binomiale parce que ici, du coup, je suis en train d'examiner 100 ventes et je compte le nombre de retours parmi ces 100 ventes. Et donc, je peux même dire que x, dans cet exemple-là, va suivre du coup la loi binomiale de paramètres 100 et 0,05. D'accord? Parce que du coup, la probabilité du succès, c'est 0,05. Et c'est tout ce qu'il faut ici dans cet exercice. Voilà, c'était juste déterminer si on pouvait utiliser la loi binomiale pour modéliser la situation. Et voilà, on peut passer à l'exercice d'après. On a du coup une situation dans laquelle 71% de la population française possède des lunettes de vue. On interroge 5 personnes au hasard dans la rue et on considère que ces 5 personnes portent des lunettes de vue de façon indépendante. Le fait que ce soit indépendant, voilà, c'est important de le spécifier. Ça nous met tout de suite dans le cas d'application de la loi binomiale, mais voilà, ce n'est pas encore certain. Lisons aussi le reste. Soit x, la variable aléatoire qui, à une série de 5 personnes interrogées, associe le nombre de personnes possédant des lunettes. La variable aléatoire suit-elle une loi binomiale? Si oui, donnez les paramètres. Alors, dans cette situation-là, il est assez simple d'affirmer que oui, la variable aléatoire x suit effectivement la loi binomiale. Alors, pourquoi? C'est juste que comme les 5 personnes sont choisies de façon indépendante, vous pouvez considérer qu'il s'agit de 5 individus qui n'ont donc rien à voir les uns avec les autres et que donc l'expérience est identique et indépendante, répétée donc 5 fois. Parce que je vous rappelle que pour avoir la possibilité de modéliser avec une loi binomiale, il faut que les expériences soient répétées, donc les épreuves soient toujours la même. Elle doit être indépendante entre elles et toujours identique entre elles. D'accord? Donc c'est vraiment important d'avoir le fait qu'elles sont identiques et indépendantes. Et je remarque que les deux mots commencent par la lettre I. C'est bien de se souvenir qu'il doit y avoir cette identique et indépendante comme adjectif pour vos épreuves. Alors ici, du coup, la variable x va suivre une loi binomiale du type 5, donc de paramètres, pardon, 5, 0,71. Et je peux ainsi terminer. Enfin, dans l'exercice 66, vous avez un panier qui contient 15 fraises et 35 framboises. On tire au hasard et successivement 3 fruits que l'on mange après chaque tirage. Attention à ce petit détail du fait qu'on les mange. Et on sait que x est donc la variable aléatoire qui compte le nombre de fraises mangées. La variable aléatoire x suit-elle une loi binomiale? Alors ici, pour y répondre, j'ai du coup fait une petite modélisation. D'accord?
Alors, j'ai plutôt analysé la branche en dessous. J'ai appelé succès, donc c'est le fait de manger une fraise, parce qu'apparemment c'est ça qui m'intéresse. Et donc S bar, c'est le fait d'avoir mangé une framboise. D'accord? Donc, pour que ce soit clair, hein, ça c'est framboise. Et ça, c'est fraise. Ok? Alors, la chose que vous pourrez remarquer, c'est que effectivement, les épreuves s'y rassemblent beaucoup parce que vous avez soit la possibilité de manger une fraise, soit une framboise à chaque fois. Mais il y a un problème, il y a le fait que si vous lisez bien les poids que j'ai dû écrire sur mon arbre, on commence avec 15 sur 50, 35 sur 50, bien sûr, c'est le nombre de fraises et framboises au début de l'expérience. Mais ensuite, comme je mange mes fruits, eh bien, le dénominateur, il change et il diminue à chaque fois. D'accord? Tout aussi bien que les numérateurs, selon du coup les choses qui se sont passées. Ce qui fait que les trois épreuves, déjà, elles ne sont pas indépendantes, mais encore avant ça, elles ne sont clairement pas identiques. Pour qu'elles soient identiques, il faudrait que les poids soient pareils partout. Donc ici, nous sommes ni dans une situation d'indépendance, ni dans une situation de identicité. Vous avez donc des épreuves qui ne sont ni l'une ni l'autre, et donc ici, on ne peut malheureusement pas appliquer la loi binomiale. D'accord? Donc, X ne suit pas une loi binomiale. D'accord? Ça, c'est suivre pas. Donc, j'ai barré le symbole du suivi. Voilà. Ok, maintenant, c'est un bon moment pour changer de chapitre. Et donc, je vais vous afficher le nouveau chapitre qu'on va traiter pendant une petite semaine. Ça ne va pas être très long. Ça va être juste un chapitre pour faire le point sur ce qu'on sait faire et ce qu'on sait, en fait, à propos de la dérivation. Donc, le contenu du cours d'aujourd'hui sur la dérivation, c'est vraiment la réponse à la question suivante. Qu'est-ce qu'une étude de fonction? Alors, une étude de fonction, c'est un algorithme, si vous voulez, c'est une suite d'étapes qu'il faut accomplir pour pouvoir déterminer à quoi cela ressemble notre fonction. Alors, je vous résume ici les étapes principales, d'accord, avec des petits commentaires. Premièrement, on commence par étudier le domaine de définition df, donc le domaine de définition de votre adorable fonction. Et quels sont les possibles dangers dans lesquels auxquels vous pouvez faire face? Il y en a deux qui sont les dangers principaux. Le premier, c'est celui-là, c'est le fait d'avoir une fonction qui possède un dénominateur, et ce dénominateur-là, ne doit pas s'annuler. Donc, il va falloir faire très attention à ce que votre dénominateur-là ne soit pas nul. Et le deuxième danger, à votre niveau que vous pourrez rencontrer, c'est quand vous avez donc l'étude avec une racine carrée. Alors, quand vous avez une racine carrée, il faut s'assurer que la chose qui se trouve en dessous de la racine carrée soit supérieure ou égale à 0. C'est donc le contenu de la racine, attention, hein, pas la racine elle-même. Il faut s'assurer que donc la chose qui se trouve en dessous de la racine du symbole soit toujours supérieure ou égale à 0 parce que vous ne pouvez pas extraire la racine carrée de autre chose que des choses positives ou éventuellement nulles. D'accord? Donc, étudier le domaine de définition, en général, c'est juste, voilà, retirer les possibles valeurs qui pourraient vous poser des problèmes. D'accord? Juste, vous les éliminez donc de l'intervalle qui compose l'ensemble de définition. Deuxième étape, vous allez étudier le signe de la fonction f. Autrement dit, ça c'est la même chose, il va falloir résoudre une inéquation, c'est l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0. Alors ça peut être aussi f de x inférieur ou égal à 0, peu importe, parce que vous savez, une fois que vous avez déterminé où est-ce qu'une fonction elle est positive, automatiquement, vous savez aussi quand est-ce qu'elle est négative. Évidemment, si vous déterminez les endroits où une fonction vaut quelque chose de positif, de l'autre côté de ce que vous avez déterminé, vous aurez tous les endroits où elle est négative. Voilà. Ensuite, il va falloir calculer la dérivée. Alors pour ça, vous faites appel à vos connaissances sur les règles de dérivation, sur les dérivations de fonctions usuelles. Voilà, vous avez plusieurs tableaux qui résument tout ça. Vous savez comment agir. Étape numéro 4. Vous allez étudier le signe de f' et vous allez en déduire le tableau des variations. Attention, non pas de f', mais de f. Donc, vous dressez le tableau des signes de f' et vous en déduisez le tableau des variations de f. Ça veut dire quoi dans la pratique? Tout simplement, vous allez résoudre une autre inéquation, donc la deuxième.
c'est f' de x supérieur ou égal à 0. Voilà. Vous savez que là où la fonction dérivée de f elle est positive, la fonction f sera croissante. Et là où la fonction dérivée de f elle est négative, alors la fonction f sera décroissante. Voilà. Une fois dressé ce tableau des variations, vous vous apercevrez sûrement qu'il y aura des valeurs qui vont manquer. Ce sont donc les valeurs de la fonction aux bornes du domaine de définition, à moins l'infini, en plus l'infini, ou autour des points où elle n'est pas définie la fonction. Et donc, ce qu'il faut faire après, c'est de vous munir de vos meilleures astuces sur les limites et essayer de étudier donc toutes les limites de f aux bornes du domaine de définition. Ces limites-là vont vous dévoiler en particulier l'existence peut-être de asymptotes et ça va vous être très utile pour en particulier la dernière étape, c'est-à-dire celle qui consiste à tracer l'allure de la fonction. C'est un peu l'étape où on fait la somme de tout ce qu'on a trouvé auparavant dans notre recherche. C'est un peu comme si on était des détectives et qu'on essayait de décrypter un meurtre particulièrement compliqué. Eh bien, il y a un moment où il faut faire en fait la somme de toutes les informations qu'on a pu voler sur notre scène de crime. Eh bien, c'est le moment de tracer l'allure de la fonction en se basant sur toutes les choses qu'on a pu voir. Alors pour vous entraîner maintenant, je vous donne 2 exercices. Prenez vraiment le temps de le faire. Je pense qu'une demi-heure, c'est une bonne durée. Vous devez donc essayer de faire l'étude de la fonction f de x et de la fonction g de x. Ces 2 fonctions qui sont d'une difficulté plutôt faisable. Voilà, il n'y a rien de caché, rien de compliqué. Essayez de le faire avec ce que vous avez compris. D'accord? Et on se retrouve dans à peu près une demi-heure pour avoir la correction. D'accord? Bon courage! Ok, je vais procéder maintenant du coup à la correction et je vais commencer du coup par l'étude de f de x. D'accord? Donc ça sera f de x ici, c'est la fonction par laquelle je vais commencer. Alors, première étape du coup, alors je vais déjà me la réécrire. F de x égale x divisé par x moins 2. Je vais commencer par essayer de déterminer du coup quel est son ensemble de définitions. Je vous rappelle que c'était ça la première étape. Donc l'ensemble de définitions, il s'agit de df. Alors comment je vais faire pour le déterminer? Je me rends compte que ici le danger ne peut venir que du dénominateur x moins 2. Donc je vais étudier quand est-ce que le dénominateur, donc toute la partie x moins 2, est égal à 0. Ça va me donner les valeurs que je dois exclure. Donc ça c'est très simple à résoudre, c'est juste x égale à 2, si et seulement si pour dire que du coup les 2 équations sont équivalentes. Et donc ce que je dois exclure du domaine de définition, c'est cette valeur-là. Et donc je vais conclure que l'ensemble de définition de f est égal à moins l'infini, point virgule 2, exclusion, attention, réunion avec 2, point virgule, plus l'infini. Voilà donc l'ensemble de définitions. Je peux passer à l'étape d'après, c'est-à-dire la résolution de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0. Alors, f de x supérieur ou égal à 0, c'est une équation plutôt classique. C'est donc équivalent à x divisé par x moins 2, le tout supérieur ou égal à 0. Eh bien, je sais que pour résoudre ce type d'inéquation, ce qu'il faut faire, c'est de traiter de façon distincte le numérateur et le dénominateur, et ensuite dresser le tableau des signes avec le produit des signes. Donc, je vais résoudre d'abord l'inéquation x supérieur ou égal à 0. Ça, c'est vite résolu. La solution, en fait, c'est l'inéquation elle-même. Et pour la deuxième, ce sera du coup x moins 2 strictement supérieur à 0, parce que je dois faire attention, il est au dénominateur, donc il ne peut pas être égal à 0. Et ça, c'est équivalent à dire du coup x supérieur à 2. Donc les 2 solutions sont une ici et une ici. Je vais donc tracer mon tableau des signes. Je le fais juste ici à côté. Les 2 valeurs remarquables que j'ai pu déterminer sont donc les valeurs 0 et 2. Voilà. Je sais que là, le numérateur x, lui, il va être du coup positif ici et négatif avant 0. Donc il va être nul en 0. C'est logique, c'est juste x en fait. Donc c'est pareil. Vous avez ensuite le dénominateur x moins 2. Et on sait que du coup, ce dénominateur-là, il va être lui. Alors attention parce que 2 c'est une valeur à exclure du coup. Je me le marque déjà pour le 3e niveau, donc le niveau de la fraction elle-même. Et donc je sais que x doit être supérieur à 2 pour que x moins 2 soit positif. Donc là je vais mettre un plus. Et là je vais mettre des signes négatifs. C'est donc le moment d'arriver au signe de f. Donc j'ai fait les produits des signes.
Moins fois moins, ça fait plus. Nul en 0. Plus fois moins, ça fait moins. Donc moins entre 0 et 2. Et entre 2 et plus l'infini, du coup, ça va être positif. Vous pouvez aussi rajouter ici, si vous voulez, des moins l'infini et des plus l'infini pour que ce soit encore plus clair. Voilà donc votre tableau des signes. On a donc maintenant les endroits où la fonction elle est positive, là et là, et l'intervalle où la fonction elle est négative, donc ici. Voilà. On peut passer donc à la troisième étape. Je vous la laisse afficher encore un moment. Troisième étape, il s'agissait de calculer f'. Alors, c'est qui f'? F' c'est x divisé par x moins 2, le tout dérivé. Je vous rappelle qu'il y a une agréable formule pour dériver une fraction, autrement dit une division à rapport. Cette formule, c'est la formule suivante. Si vous avez la dérivée de u de x divisé par v de x, eh bien, tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement u' de x fois v de x, tout cela moins la dérivée de v, cette fois-ci v' de x, fois la fonction u non dérivée, u de x, tout cela, bien entendu, divisé par la fonction v de x, le tout au carré. Alors, pour pouvoir l'appliquer à notre fraction, je vais donc prendre u de x égale à x. Ça veut dire du coup que u' de x va être égal à 1. Et je vais prendre v de x égale à x moins 2. C'est très simple ici aussi. La dérivée, c'est égal à 1 une deuxième fois. Avec ces quatre éléments, je vais composer donc ma dérivée. Et je vais donc déduire que u', c'est donc 1 fois v de x, donc x moins 2, le tout moins v' de x, donc 1 fois la fonction u de x, donc c'est juste x. Tout cela divisé par x moins 2, le tout au carré. J'effectue ces produits. Alors 1 fois x, ça fait x, 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Moins 1 fois x, ça fait donc moins x, le tout divisé par x moins 2, le tout au carré. Encore une étape. Alors ici, vous avez clairement x moins x, donc ça fait 0. Et donc tout ce qui me reste à la fin, c'est moins 2 divisé par x moins 2 au carré. Cette dérivée est donc complétée. Je suis content de mon travail. Ça, c'est donc f' de x. Ok, je peux passer à la suite, autrement dit, l'étape 4. Alors, l'étape 4, ça consiste à étudier l'inéquation, à la résoudre. F' de x supérieur ou égal à 0. Et ici, f', on vient de le dire, c'est moins 2 divisé par x moins 2, le tout au carré. Supérieur ou égal à 0 donc. Comment je vais faire? Encore une fois, je vais étudier séparément numérateur et dénominateur. C'est un cas très similaire à notre première inéquation. Donc, je vais d'abord commencer par le numérateur. C'est donc moins 2. Alors, moi, je peux faire directement ici une belle affirmation parce que je sais que moins 2 est une valeur constante. Donc, je peux dire que moins 2 est inférieur à 0 pour toute valeur de x appartenant au domaine de définition de f. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je sais que moins 2 est une valeur constante. Donc là, je peux juste affirmer que ça vaut quelque chose de négatif. Je résous donc la deuxième inéquation, donc le numérateur supérieur ou égal à 0. Et là, c'est encore une fois très simple parce que x moins 2 au carré est tout le temps supérieur ou égal à 0. Et même, je peux affirmer que c'est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant au domaine de définition de f, parce que ce dénominateur-là, il pourrait valoir 0, il est vrai pour x égale à 2, mais dans le domaine de définition, il n'y a pas x égale à 2 comme valeur, donc je n'ai aucun problème. Je peux affirmer donc que ça, c'est tout le temps positif. Ce qui me donne une situation de tableau des signes qui va être approximativement celle-ci. Alors, c'est vraiment très simple. Je dois juste me rappeler que dans les valeurs de x qui appartiennent au domaine de définition, je sais que 2, c'est vraiment super méga exclu. Je ne dois pas l'oublier ça. Et donc, je peux dire que, alors, moins 2, c'était le numérateur. Lui, c'est tout le temps négatif. Je sais que le dénominateur, alors là, je n'ai pas l'espace, excusez-moi, x moins 2 au carré. Je vais me rajouter un peu d'espace dans le tableau. X moins 2 au carré, lui, c'est tout le temps positif. Et donc, le signe de ma fonction dérivée, ça va être moins fois plus, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait encore moins. Donc, c'est moins et moins. Et là, donc, je vais rajouter un étage d'une autre couleur pour le distinguer. Ça va être l'étage rouge pour
les variations de f. Et donc ici, je fais les variations. Donc je sais que dérivée négative, ça veut dire fonction bien décroissante. Et négative, ça veut dire du coup toujours décroissante, hein, avec évidemment la valeur 2 qui est toujours une valeur interdite. Alors, ce tableau des variations, il est magnifique. Il me manque cependant des valeurs. En effet, il faudrait que ici je puisse écrire quelque chose, que ici je puisse écrire quelque chose, qu'ici je puisse écrire quelque chose et que ici également je puisse écrire quelque chose. C'est donc le moment de passer à l'étape qui me permettra de résoudre cette impasse. Autrement dit, l'étape numéro 5, c'est l'étude des limites aux bornes de df. Or, c'est qui df? Déjà, je veux me le rappeler, c'était moins l'infini, point virgule 2, fermé, union, pardon, excuse-moi, ouvert, union, ouvert, 2, point virgule, plus l'infini. Ce qui me donne donc 4 bornes, 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais faire 4 limites. C'est bien parce que ça correspond très précisément au point dont il faut que je détermine les valeurs pour le tableau des variations. Voilà. Donc, je vais commencer par effectuer la limite pour x qui tend vers plus l'infini, ou moins l'infini, c'est pareil d'ailleurs, de x divisé par x moins 2, je peux commencer où je veux. Donc, quelle est la technique ici? Alors déjà, j'identifie que ça, c'est une forme indéterminée très classique, c'est infini sur l'infini. Et je me rappelle que dans ce type de situation, ce qu'il faut faire, hein, c'est tout simplement mettre un facteur commun, la puissance la plus grande de x. Alors ici, il s'agit de x lui-même au numérateur, donc ça c'est juste x fois 1 du coup. Et au dénominateur, ça va être x, un facteur commun de du coup 1 moins 2 sur x. L'avantage ici, c'est que comme x tend vers plus l'infini, donc il ne peut pas être égal à 0, je peux le simplifier, donc il disparaît. Et il me reste du coup la limite pour x qui tend vers plus l'infini de 1 divisé par 1 moins 2 sur x. Et ça, c'est plutôt simple à résoudre parce que comme 2 sur x tend vers 0, grâce au théorème sur les opérations sur les limites, je peux affirmer que ça, c'est égal tout simplement à 1. Et donc, je vais rajouter une petite phrase. Hein, grâce au théorème sur les opérations avec les limites. Alors cette petite phrase-là vous justifiera juste les passages de façon un peu plus propre. C'est un petit soin de rédaction que je vous conseille de commencer à adopter. Alors de la même façon, je peux me débrouiller pour la limite pour x qui tend vers moins l'infini, car en effet c'est exactement la même chose. Hein. Je vais du coup juste répéter le raisonnement, dire que ça c'est égal à la limite pour x qui tend vers moins l'infini de 1 divisé par 1 moins 2 sur x. Et que donc ça fait 1. Et je vais même me prendre le luxe de répéter la petite phrase qui fait la belle rédaction. La voici. D'accord? Donc voilà, les deux premières limites, c'était vraiment pareil. Donc c'est plutôt simple. Et je n'ai pas terminé. Parce que ici, je peux même faire du coup une déduction. Ici, vous avez une limite, deux limites pour x qui tend vers plus et moins l'infini, du coup, qui sont égales à une valeur finie. Et donc, vous pouvez en déduire que... Alors, j'en déduis que la courbe représentative de f admet une asymptote horizontale d'équation, eh bien, comme c'est horizontal, c'est y égale à 1. Voilà donc pour cette asymptote. Super facile. On passe du coup aux deux autres valeurs. Hein. Il s'agit cette fois-ci de 2 et toujours de 2, hein, mais de gauche et de droite. Donc je vais faire la limite pour commencer. Pour x qui tend vers 2x venant de gauche, de x divisé par x moins 2. Alors déjà, essayons d'avoir l'intuition du bon résultat, d'accord? Alors, clairement, au dénominateur, je vais tendre vers 0 et au numérateur, je vais tendre vers 2. Alors déjà, je me note ça. Au numérateur, je tends vers 2.
Et au dénominateur, je vais tendre vers du coup, alors si x est inférieur à 2, ça veut dire que je suis approximativement à 1,99999. Donc si je fais 1,9999 moins 2, alors oui, je suis à 0, mais c'est un 0 qui possède un signe un peu plus négatif. Donc 2 divisé par un 0 négatif, ça va tendre vers moins l'infini. Mais comment je fais pour le démontrer? Eh bien, il suffit juste que je me dise, ah mais en fait, moi je dispose d'un tableau des signes. Ce tableau des signes de la fonction f, il était juste là. D'accord? Et je sais que quand la fonction, quand je regarde pour la fonction les valeurs de x, pour x qui, de la fonction, pardon, pour x qui tend vers 2 de gauche, regardez, le signe de la fonction, il est négatif. Parce que je suis dans l'intervalle entre 0 et 2. D'accord? J'arrive à 2 de gauche, donc voilà, je suis dans cet intervalle-là. Donc, comme j'ai compris que le dénominateur est vers 0, ça veut dire que toute la fonction va tendre vers l'infini, mais comme ça doit être une valeur négative, forcément, ça ne peut pas être plus l'infini, ça doit être moins l'infini. Donc, c'est avec cette justification-là que vous pouvez conclure votre limite. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on va marquer. Donc, encore une fois, ça, c'est juste les opérations avec les limites, plus le tableau des signes. Donc, je vais juste écrire. Alors, je vais juste me coller encore une fois la même phrase. Grâce au théorème sur les opérations avec les limites et le tableau des signes de f. Je l'ai déjà tracé, donc autant l'exploiter jusqu'au maximum. Très bien. Et bien du coup, je fais maintenant l'autre limite et exactement avec la même technique, vous pouvez déduire très facilement que si x est supérieur à 2, eh bien, il suffit d'un tout petit regard à votre tableau. Revenons-y. Si x est en train de tendre vers 2 à partir de droite, bah, du coup, cette fois-ci, je suis du côté des positifs. Donc, ça ne va pas être moins l'infini, ça doit être forcément plus l'infini. Et donc, voilà, je me mets là et je peux donc déterminer que ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini. Et donc, encore une fois, hein, je vais répéter ma petite phrase. Voilà, pour justifier cette dernière limite. Voilà, je pense que pour les limites, on a terminé. Donc, je vais maintenant rassembler mes informations. Alors déjà, dans le tableau des variations, je vais écrire du coup. Alors là, j'ai trouvé que ça tend vers 1. Là, j'ai trouvé que ça tend vers 1, encore une fois. Là, j'ai trouvé que ça tend vers moins l'infini. Et d'ailleurs, c'est cohérent parce que du coup, elle est décroissante de 1 vers moins l'infini. Et là, elle est décroissante de plus l'infini vers 1. Donc voilà, j'ai complété mon tableau des variations. Je suis très content. Ça va être simple de tracer la fonction grâce à ce tableau. Et enfin, n'oublions pas, hein, je peux effectuer une dernière déduction, juste ici, comme tout à l'heure. Hein, j'en déduis que la courbe CF admet également une asymptote, cette fois-ci verticale, d'équation. Alors comme elle est verticale, du coup, ça va être x égale à 2. Voilà donc ce que j'ai pu déterminer avec mes limites. Voilà, c'est donc la dernière étape, la 6e. C'est le moment de faire un peu de dessin. Je vais essayer de tout rassembler, de rassembler toutes mes informations que j'ai pu déduire jusqu'ici, hein, dans un seul et même dessin. Donc je vais me tracer un petit repère. Essayer de juste mettre dedans toutes les choses que j'ai pu déduire grâce à mon travail de détective sur cette fonction f. Alors premièrement, je vous rappelle que j'ai compris que la fonction, elle est... Alors je vais dire que ça c'est 0, ça c'est 2 et donc ça c'est 1. Alors la chose que je sais, la première chose que j'ai su d'ailleurs, hein, c'est le fait que la fonction elle est positive entre moins l'infini et 0. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas occuper cet espace-là. Vous voyez bien, je suis en train de juste assurer les endroits où elle ne peut pas se trouver. Ensuite, je sais qu'elle est négative entre 0 et 2. Donc encore une fois, j'assure là où elle ne peut pas se trouver. Et ensuite, elle est à nouveau
positive entre 2 et plus l'infini. Donc, je réassure les parties où elle est négative. Elle doit donc se trouver ailleurs que là où j'ai assuré. Super. Je vous rappelle ensuite qu'elle a deux asymptotes. Une première asymptote qui est celle y égale à 1. Je vais juste me les tracer pour m'aider. Et une deuxième asymptote pour x égale à 2. C'est l'asymptote verticale. Je vais me les tracer en rouge pour ne pas les oublier. Voilà. Et maintenant, je vous rappelle que moi, je sais encore un petit truc. Dans le tableau des signes, j'avais marqué que pour x égale à 0, la fonction, elle est égale très exactement à 0. Donc, elle va passer par le point orange. Qu'est-ce que j'en déduis? Alors, j'en déduis que je sais grâce à mon tableau des variations, d'ailleurs, prenons-le. Hein, ça peut être un bon moment pour le garder juste à côté. Lui, c'est clairement notre meilleur allié à ce moment-là. Je vais juste me le prendre, le mettre à côté. Voilà. Très bien, je l'ai juste là. Alors, je sais que la fonction, elle est décroissante de 1 vers moins l'infini entre moins l'infini et 2. Très bien, donc ça veut dire que son allure va être approximativement égale à celle-ci. Je pars de moins 1, j'arrive à 0, et ensuite je descends vers mon asymptote. Approximativement ainsi. Ensuite, la fonction n'est pas définie pour x égale à 2, ça on l'avait compris depuis le départ. Et puis, elle va passer de plus l'infini jusqu'à 1, de cette façon. Et là, vous avez terminé votre étude de fonction. Et je vous rajoute une petite information supplémentaire. En fait, cette fonction, ça vous donne comme courbe représentative une hyperbole, tout comme la fonction inverse que vous avez étudiée. Voilà, c'est une petite info supplémentaire que je vous laisse tomber comme ça. Ok ? Mais vous avez une autre fonction à étudier, c'était la fonction g de x. Donc maintenant, on va faire l'étude de la fonction g de x. Alors, cette étude-là va être un peu plus simple, ne vous inquiétez pas. G de x, c'était donc la fonction racine carrée de x au carré plus 1. Et donc, je vais commencer encore une fois par étudier, donc déterminer l'ensemble de définitions, donc dg. Alors ici, l'ensemble de définitions, il est particulièrement simple parce que en fait, il est tout simplement tout l'ensemble des réels. Donc vous pouvez l'écrire comme r, soit comme moins l'infini, plus l'infini. Pourquoi c'est le cas? Eh bien parce que il est vrai, j'ai une racine carrée, donc je dois m'assurer que l'argument de la racine, donc x au carré plus 1, doit être tout le temps supérieur ou égal à 0. Mais ça, c'est vrai pour tout x appartenant à R. Pourquoi? Eh bien parce que ici, les choses qui composent cet argument, cet x au carré plus 1, ce polynôme, eh bien c'est x au carré qui est donc toujours supérieur ou égal à 0 parce que c'est un carré, plus 1 qui est strictement positif, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Donc le domaine de définition, il est très simple. Cette fois-ci, j'aurai donc au moment des calculs des limites à étudier juste deux possibles limites, c'est moins l'infini et plus l'infini, et c'est tout. Deuxième étape, je peux déjà y aller évidemment, hein, c'est d'étudier le signe de x, donc la résolution de l'inéquation g de x supérieur ou égal à 0. Et encore une fois, le destin vient m'aider parce qu'ici, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, car ici, je peux exploiter une propriété de la fonction racine carrée. Je sais que la racine carrée de x est tout le temps supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. Ça, c'est une propriété de la racine carrée de x. J'en déduis. Alors, petite précision, hein, pour tout x appartenant à R plus 1, donc seulement au réel positif. Mais bon, ici, je peux en déduire que g de x va être supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à dg. Eh bien, tout simplement parce que ici, je suis dans la situation où le x de cette racine carrée là, eh bien, c'est l'argument de la racine carrée. Et vous savez que dans notre fonction, donc g de x,
l'argument en dessous de la racine, c'est x au carré plus 1. Et vous savez que lui, x au carré plus 1, il est, comme on vient de dire, hein, tout le temps supérieur ou égal à 0. Donc, je peux affirmer que la racine carrée, elle va être tout le temps positive sans plus perdre de temps. D'accord? C'est juste en fait un résultat de cours que j'exploite ici. Les racines carrées, elles sont toujours positives sur leur ensemble de définitions. Or, comme l'ensemble de définitions ici, c'est R, du coup, la fonction doit être tout le temps positive. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez dresser un tableau des signes, mais voilà, il va être plutôt essentiel. Hein. Il y a seulement un truc à dire, en fait. C'est le fait que vous avez x qui varie de moins l'infini à plus l'infini, et votre fonction g, elle est tout le temps positive. Voilà. D'ailleurs, elle ne s'annule jamais. Une autre chose qu'on peut déduire assez facilement, du fait que x au carré plus 1, en fait, c'est même plus que supérieur ou égal à 0. Bon, vous savez que x au carré plus 1, x au carré plus 1, en fait, c'est supérieur ou égal à 1. C'est même, voilà, plus précis que ça. Donc, vous pouvez même déterminer que la racine carrée de x au carré plus 1 ne s'annulera jamais. Voilà. Troisième étape, la dérivée maintenant. Alors, cette étape-là, elle est peut-être un peu plus... elle demande un peu plus d'attention. Hein. Donc, g' de x, c'est donc cette fois-ci la dérivée de la racine carrée de x au carré plus 1. Et je vais vous réécrire ça en couleur pour vous faire remarquer que cette fonction, elle est en fait la composition de deux fonctions. C'est la racine carrée de x au carré plus 1. Donc, ça veut dire que je vais utiliser la formule de dérivation de fonctions composées qui était, je vous le rappelle, u de v de x, ce tout dérivé, eh bien, c'est égal à u' calculé 1 v de x fois la dérivée de v, donc v' de x. Donc, il faut que je connaisse u de x, ici c'est la racine carrée de x, u' de x, donc ici c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Il faut que je connaisse du coup v de x, il s'agit de x au carré plus 1, et de sa dérivée, donc v' de x égale 2x. Tac et tac. Voilà, je vais combiner tout ça dans la formule, et donc dire que g' de x va être égal à la racine carrée dérivée, donc 1 divisé par 2 racine carrée 2, et donc je ne mets pas x, mais je mets v de x, autrement dit x au carré plus 1. Tout cela fois v' de x, donc fois 2x. Maintenant, je vais me concentrer un peu sur cette dérivée-là et essayer de la réécrire de façon à que ce soit plus lisible. Alors ici, j'ai un 2 et un 2 au dénominateur qui évidemment partent. Et donc, ce qui me reste finalement, c'est une fraction avec x au numérateur et au dénominateur, la racine carrée de x au carré plus 1. Ça, c'est donc l'expression définitive de ma dérivée. Voilà. Alors, maintenant que j'ai obtenu la dérivée, il va falloir que j'étudie son signe dans l'étape numéro 4. Étudier son signe, ça veut dire donc résoudre l'inéquation x divisé par racine carrée de x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors ici, c'est une fraction, donc je vais résoudre séparément l'inéquation x supérieur ou égal à 0 et l'inéquation racine carrée de x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors, très heureusement, celle-là, elle est vraie pour tout x appartenant à dg. Et celle-là, elle est directement vérifiée parce que tout simplement, sa solution, c'est elle-même. Et donc, je peux directement tracer le tableau des signes et ensuite de variations donc, pour la fonction g. Alors, je prends un peu d'espace, du coup. Il n'y a pas grand-chose à dire, heureusement. Hein, ici, c'est juste x qui varie donc entre moins l'infini et plus l'infini. Il y a une valeur remarquable, c'est la valeur 0. Et donc là, je vais faire moins à gauche de 0, plus à gauche de 0. Ça, c'est la première inéquation. Et la deuxième inéquation, c'est du coup le fait que ça, c'est tout le temps positif. Hein. Donc voilà, ça ne changera rien. Donc, plus et plus. Et donc, pour la dérivée, donc pour g', j'ai moins fois plus, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Et au milieu, un 0. Ce qui veut dire que
au niveau des variations de g, eh bien, j'aurai moins donc décroissante, puis elle vaut quelque chose en 0 que je vais calculer tout de suite, parce que ce n'est pas une valeur interdite, et ensuite elle est croissante. Donc ici, il me manque à compléter seulement cette partie et cette partie, parce qu'au milieu, je peux tout simplement calculer, donc pour cette valeur-là, bah, c'est g de 0. Or, g de 0, c'est facile à calculer, hein. C'est la racine carrée de 0 au carré plus 1, ça fait la racine carrée de 1, ça fait 1. Donc là, je peux juste écrire 1 et je suis satisfait. Voilà, donc maintenant, il ne me reste qu'à calculer les limites. C'est l'étape numéro 5. Je vais donc calculer la limite pour x qui tend vers plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 1. Et ensuite, la même chose pour x qui tend vers moins l'infini. Ces limites, comme il s'agit ici de l'étude d'une fonction qui est composée donc avec, on l'a déjà dit, la racine carrée de x et x au carré plus 1, eh bien, je vais utiliser le théorème de composition des limites. Alors, je vous le rappelle brièvement. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Eh bien, on va dire que moi, je sais que... Alors ici, attention, hein, je suis en train de m'occuper de la première. Donc ça, je vais la mettre en parenthèse. Mais voilà, vous pourrez la faire de façon analogue. De toute façon, ça va donner le même résultat. Et donc ici, je vais écrire que moi, je sais deux choses. Je sais que la limite pour x, attention, qui tend vers plus l'infini de l'intérieur, donc x au carré plus 1, bah ça, vous savez combien ça vaut. Hein. Ça vaut clairement plus infini. Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour ça. C'est juste le théorème des opérations avec les limites. OK. Ensuite, vous savez quoi? Alors, vous récupérez le plus infini que vous avez trouvé. Donc, je vous le mets en rouge. Et vous dites que vous savez également que la limite pour ce x qui tend vers maintenant le plus infini en rouge, parce que c'est la même chose en fait. Donc, attention, hein. Là, vous avez, c'est ça qui vous rétransportez dans la deuxième limite. La limite pour x qui tend vers plus l'infini de la racine carrée de x cette fois-ci est égale, et alors ça c'est un résultat encore une fois du cours, c'est sur les fonctions usuelles, bah, ça c'est égal à plus l'infini. Donc maintenant vous remettez tout cela ensemble, et donc vous pouvez affirmer que la limite, donc là vous mettez un symbole d'implication, hein, la limite pour x qui tend vers plus l'infini de la racine carrée de x au carré plus 1, eh bien c'est égal à plus l'infini. Alors pour la deuxième, du coup, on va agir exactement de la même façon et dire que, alors ici, juste petite modification, hein, du coup, ici la limite c'est pour x qui tend vers moins l'infini de toujours à l'intérieur, x au carré plus 1. Alors ça fait encore une fois plus l'infini, et donc c'est toujours lui que je vais recopier en bas pour la deuxième, et donc c'est la limite pour x qui tend toujours vers plus l'infini de la racine carrée de x, et je vais trouver que ça tend vers plus l'infini. Autrement dit, je vais écrire que la limite pour x qui tend vers moins l'infini de racine carrée de x au carré plus 1 est égale toujours à plus l'infini. Super. Donc, il n'y a pas d'asymptote dans cette situation-là, ce qui me permet d'aller un peu plus vite vers le fait de tracer la fonction. Et donc, je me fais mon petit repère. Alors, ordonnée abscisse. Vous remarquez que déjà, je ne laisse pas vraiment beaucoup d'espace en dessous de l'axe des abscisses. Bah, c'est parce que je sais que la fonction elle est tout le temps positive. Donc, je sais qu'ici, il ne peut y avoir absolument rien. Et donc, l'autre chose que je sais, c'est que juste, je reprends le tableau des variations. Alors, je calcule les limites, du coup, je peux le compléter. Ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Alors, du coup, je vais me munir de lui. Je vais me le porter en bas. Voilà. Et je vais l'exploiter pour, du coup, faire des affirmations. Alors, je sais que, du coup, la fonction va décroître de plus l'infini jusqu'à 1. Alors, on va dire que 1, c'est là. D'accord ? Et donc, je sais que la fonction, elle va décroître, probablement d'une façon similaire à celle-ci,
jusqu'à 1. Ensuite, là, il y a un point de minimum et ça remonte. D'accord? Donc, la fonction, elle va ressembler à ça. Et si vous voulez confirmer du coup cette allure, bah, vous n'avez que à la tracer à la calculatrice, mais je vais vous confirmer que voilà, c'est vraiment ça. Voilà, j'espère que ces exercices ont été pour vous très utiles et que voilà, vous pourrez vous en servir dans vos prochaines études de fonctions. Donc, je vous laisse avec l'exercice à faire pour la prochaine fois. Il s'agit de celui-là. Voilà, c'est un exercice donc, où on vous demande de faire une étude de fonction et de répondre à des questions, d'accord? Sachez que votre but à vous, c'est de faire vraiment l'étude de fonction. Ne vous inquiétez pas pour les questions pour le moment. C'est plus important que vous sachiez faire l'étude de fonction comme moi je l'ai fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.